effectivement, le juge avait la possibilité de venir interpréter le contrat et également le modifier sous certaines conditions. Alors, l'interprétation du contrat par le juge, en premier lieu, elle est de deux ordres. Cette interprétation, elle peut être explicative de la volonté des parties, d'accord ? Et là, l'interprétation sera proprement subjective parce qu'il s'agira pour le juge, en présence par exemple d'une clause du contrat qui serait obscure ou qui manquerait de clarté, de venir interpréter la commune volonté des parties, d'essayer de déceler que les parties voulaient réellement au moment de la conclusion du contrat. Et la limite à ce contrôle, finalement, à cette interprétation explicative de la volonté des parties, c'est le contrôle de la dénaturation. C'est-à-dire que finalement, le juge, même s'il a la possibilité de venir interpréter ce contrat en présence, par exemple, d'une clause qui se voudrait obscure, il va essayer de déceler l'intention des parties, mais pour autant, il ne doit pas venir substituer de nouvelles clauses aux clauses anciennes, vous comprenez ? Donc vraiment, la limite à cette interprétation explicative de la volonté des parties, c'est le contrôle de dénaturation. Il ne s'agit pas pour le juge de venir dénaturer l'intention initiale des parties. D'accord ? Donc l'interprétation, au-delà du fait qu'elle puisse être explicative, elle peut également être créatrice au nom de la bonne foi et de l'équité. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'ont pu émerger la création de certaines obligations, comme l'obligation de sécurité ou encore l'obligation d'information. Alors cette interprétation créative, donc fondée sur donc la bonne foi et l'équité, elle se veut naturellement objective puisqu'on va venir procéder au forçage du contrat, d'accord ? Et on va essayer de faire émerger de ce contrat finalement des obligations plus grandes, mais au regard de cette foi et de cette équité. De toute manière, on va revenir sur tous ces points puisque on va voir ce rôle du juge dans le cadre notamment de notre dernier exercice. Donc, je vous l'ai dit, donc, le juge peut interpréter le contrat, mais il peut aussi le modifier naturellement sous certaines conditions. Alors, le principe de la modification du contrat, c'est le suivant, et il a été mis en évidence par l'arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876, qui fait l'objet du document 10 de votre plaquette. Donc, le principe, c'est le suivant, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puissent apparaître leurs décisions, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. La justification de cette absence, entre guillemets, d'intervention du juge, c'est tout simplement la crainte de faire appel au juge pour venir échapper à certaines obligations. Dans ce cas, il serait loisible à n'importe quel contractant, pour échapper à son obligation originelle, de venir saisir le juge. Et donc, il s'agirait ici, finalement, de laisser place à la mauvaise foi de certains co-contractants. Aussi, ce qui justifie cette absence, entre guillemets, c'est la crainte de l'arbitraire du juge, et donc l'instabilité contractuelle. Il peut y avoir également aussi des risques de réaction en chaîne dans le cadre des contrats interdépendants. On a vu ce qu'étaient les contrats interdépendants au premier semestre, et imaginons qu'effectivement on vienne substituer de nouvelles clauses à celles anciennes à un contrat initial, quid en fait des contrats dépendants de ce contrat initial. Donc il peut y avoir des risques de réaction en chaîne, et c'est pour ça qu'effectivement, donc ce pouvoir de modification du juge est particulièrement encadré, d'accord ? Et on va voir également dans le document 16 que le juge ne peut pas porter atteinte aux modalités de paiement fixées par les parties, lesquelles forment la substance du contrat. Donc véritablement, la limite qui est faite à ce pouvoir de modification du juge, c'est la substance même du contrat, d'accord ? La substance, c'est-à-dire les droits et obligations légalement convenus entre les parties. Alors, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis, on a des exceptions, et donc ces exceptions, elles sont d'ordre légal et elles sont également d'ordre jurisprudentiel. D'ordre légal, donc c'est un peu des choses isolées, marginales, mais il faut quand même vous le préciser. Donc c'est la résolution des contrats conclus avant la guerre si un des contractants subissait donc un préjudice dépassant ce qui pouvait être raisonnablement prévu. Ça peut être le cas également dans le cadre des contrats d'adhésion, d'édition, prévus à l'article L131-5 du Code de la propriété intellectuelle, ou les donations avec charge prévues à l'article 900-2 du Code civil. Et on va voir au travers du document 12, et dans le cadre du PowerPoint aussi, la théorie de l'imprévision, d'accord ? Et on va voir que cet article 1195 soulève un certain nombre d'interrogations.
Alors, les exceptions jurisprudentielles, c'est que naturellement, si une clause le prévoyait, ce serait possible. Et enfin, sur le fondement de la bonne foi, et uniquement donc sur le fondement de la bonne foi, le juge a un pouvoir modificateur, et c'est ce qu'on verra au travers de l'arrêt Hullard qui correspond au document 11 de votre plaquette. D'accord ? Donc, sur l'imprévision, et donc ce fameux article 1195 du Code civil, je vous ai dit que c'était une exception légale au principe qui voudrait que normalement le juge n'a pas à venir modifier le contrat, d'accord ? Si ce n'est en fait sur le fondement donc, de la bonne foi et de l'équité. Donc cette exception légale, elle est prévue à l'article 1195 du Code civil qui nous précise ce qu'est l'imprévision, d'accord ? Alors, si un changement de circonstance imprévisible, d'accord ? Donc, il faut qu'on soit en présence d'un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat. Et que ce changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rende l'exécution de ce contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n'en avait pas accepté les risques initialement. Dans ce cas, celle-ci pourra demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle a l'obligation de poursuivre en fait ses obligations pendant toute la phase de renégociation, d'accord ? Donc elle devra continuer à exécuter le contrat comme il avait été initialement convenu pendant tout le processus de renégociation qu'elle demande, d'accord ? En cas de refus ou d'échec de la renégociation, donc les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou elles peuvent demander d'un commun accord au juge de procéder à l'adaptation du contrat. Et à défaut d'accord dans un délai que l'on va qualifier de raisonnable, le juge pourra, à la demande de l'une des parties, donc réviser le contrat ou tout simplement y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une exception légale au pouvoir modificateur du contrat du juge au pouvoir modificateur du contrat du juge, mais on va voir que cet article 1195, il soulève un certain nombre d'interrogations, et donc j'en ai mis un certain nombre. En premier lieu, la définition même. Qu'est-ce qu'on entend par circonstances imprévisibles ? Est-ce que ces circonstances imprévisibles, elles doivent être internes, ou est-ce qu'effectivement elles peuvent être externes aux parties ? D'accord ? Ensuite, ces circonstances imprévisibles, elles doivent rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse. Mais à quel moment ça devient beaucoup trop onéreux ? Par rapport au contrat initial, par rapport à d'autres engagements qu'aurait pris l'une des parties. Donc vous voyez bien que la mise en branle de cet article est plutôt complexe et que pour l'instant on n'a pas encore de retour jurisprudentiel et que la première des complexités, elle est d'ordre définitionnel, notamment concernant les circonstances imprévisibles et surtout le fait que ces circonstances imprévisibles, elles doivent avoir vocation à rendre l'exécution de ce contrat excessivement onéreuse. Ensuite, on s'interroge quant à la force en fait de ce régime. Est-ce que finalement c'est un régime impératif ou est-ce qu'il s'agit d'un régime supplétif ? En l'espèce, donc l'article dit qu'il n'avait pas accepté d'en assumer les risques, d'accord ? Donc, circonstances imprévisibles qui ont vocation à rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse alors que l'une des parties n'avait pas accepté d'en assumer les risques. Mais est-ce que c'est supplétif de volonté ? Et dans ce cas, effectivement, les parties peuvent y renoncer. Qu'en est-il de ce consentement à la renonciation ? Est-ce qu'effectivement il doit être formulé de manière expresse ou est-ce que ce renoncement il peut être tacite ? Donc on note également un risque de mauvaise foi dans la tenue des renégociations, puisque comme je vous l'ai précisé, et c'est ce que dit précisément donc, l'article 1195 du Code civil, pendant toute la phase des renégociations entre les parties, donc les parties ont l'obligation en fait d'exécuter leurs obligations comme elles avaient été initialement mises en œuvre. Mais ces renégociations, elles peuvent traîner en longueur, et elles pourraient même traîner en longueur volontairement, puisque l'une des parties pourrait ne pas y mettre du sien pour forcer l'autre à continuer à exécuter le contrat. Donc en fait, le contrat continue à être exécuté pendant toute la phase de renégociation, oui, mais il se peut qu'on n'ait pas véritablement la volonté de renégocier et qu'on use de ce stratagème simplement pour faire en sorte que les obligations soient exécutées au moins pendant un temps. Ensuite, se posent des questions quant au pouvoir du juge. La primauté de la volonté des parties, donc résiliation ou nouvel accord, et est-ce que le juge n'intervient que lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais finalement, quid de ce refus qui interviendrait entre les parties ? Est-ce qu'il peut être discrétionnaire ? Est-ce qu'il doit être motivé avant de s'en référer au juge ?
En outre, on décèle dans le cadre de cet article qu'il y a un grand pouvoir qui est attribué au juge, puisque l'article 1195 dit qu'il y a la possibilité d'adapter le contrat, de le réviser, d'accord? Mais dans quelle mesure? Est-ce que les tout-pouvoirs sont laissés au juge ou est-ce qu'effectivement, malgré tout, la substance même du contrat échappe en fait à son pouvoir de modification? Donc, comme je vous l'ai dit, et donc c'est le dernier slide concernant notre rappel de cours, cette exception qui est faite, donc le principe, si on veut résumer, c'est que normalement, entre guillemets, le juge n'a pas à intervenir, il n'a pas véritablement de pouvoir modificateur, si ce n'est en fait sur le fondement de la bonne foi et de l'équité, d'accord? Mais on a un certain nombre d'exceptions, et parmi ces exceptions, donc certaines sont d'ordre jurisprudentiel et d'autres légales, et parmi ces exceptions légales, on a cet article 1195 du Code civil, qui est finalement une manifestation en fait de la théorie de l'imprévision, mais qui soulève un certain nombre de questionnements, notamment définitionnels, et donc pour l'instant, on n'a pas encore de retour jurisprudentiel sur cet article 1195 du Code civil. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai parlé doucement? Est-ce que j'ai parlé suffisamment doucement? Est-ce que j'ai été gentille? Oui, tout est clair. Parfait. Pour les nouvelles, tout est OK. Mélissa, elle me dit OK. Donc, tant mieux. OK. On va maintenant faire nos arrêts.